Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie. Il est 19h et c'est l'heure de votre journal à la une. Le président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres consacrée à plusieurs projets de loi relatifs à différents secteurs. Les détails dans un instant. Un projet qui consiste à élever la sèche dans des bassins d'eau de mer en recréant les conditions nécessaires à leur développement. Un groupe d'étudiants à l'ENSAL a développé un projet innovateur d'élevage de sèche qui permettra de ne plus importer les alevins dans un proche avenir. Et nous parlerons dans ce journal d'une association algérienne domiciliée en France et qui représente l'exemple même du lien viscéral entre les Algériens d'ici et d'ailleurs et qui œuvre notamment pour la prise en charge des enfants atteints d'autisme. Il les détaille dans un instant. Et dans l'actualité internationale, les manifestations des Sahraouis se poursuivent à travers le monde pour dénoncer l'occupation marocaine du Sahara occidental. Et nous irons à la fin de ce journal dans la ville des ponts suspendus Constantine qui abrite le Salon international du tourisme et des voyages Sirta Siaha 2023. Une 5e édition qui réunit plus de 70 exposants représentant l'Algérie et 8 autres pays. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres consacrée au projet de loi relatif aux forêts, aux richesses forestières et à des exposés sur la réforme de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat ANAD. Les dispositions relatives aux titulaires de diplômes de magistère et de doctorat au titre de l'exercice 2023, l'État et perspectives des écoles supérieures de l'enseignement supérieur et le secteur des mines. Concernant tout d'abord les dispositions relatives aux titulaires des diplômes de magistère et de doctorat au titre de l'exercice 2023, le président de la République a approuvé les propositions du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique concernant l'emploi et l'insertion des titulaires de ces deux diplômes dans des fonctions universitaires. Le président, et conformément à ses engagements, a ordonné la révision des salaires des enseignants et des chercheurs universitaires dans les meilleurs délais. La révision également globale du statut particulier des enseignants universitaires en adéquation avec la nouvelle dynamique et la stratégie tracée par le secteur de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Redoubler d'efforts pour attirer plus d'étudiants vers les filières et les spécialités scientifiques, adopter une vision scientifique et prospective basée sur la vision de la nouvelle Algérie en abandonnant les modèles traditionnels dans l'enseignement supérieur et en accordant plus d'attention à la diversification des spécialités suivant les tendances internationales. Concernant l'exploitation de la mine de zinc et de plomb d'Oued Amizour à Béjaïa, le président de la République a ordonné de réduire les délais relatifs aux ateliers techniques afin d'accélérer son entrée en exploitation, ainsi que l'adoption d'un système de brigade dans le travail 24 heures sur 24 pour accélérer les travaux. Concernant les fermes pilotes, le président de la République a affirmé que le résultat de cette vision n'était pas à la hauteur des objectifs tracés par l'État. De ce fait, il a ordonné l'élaboration d'une nouvelle vision plus approfondie dans un délai d'1 mois qui mettra en exergue son nouveau rôle et son cadre juridique à même de la protéger et de préserver sa pérennité à travers l'ensemble du territoire national selon la spécificité agricole de chaque région. Le président a ordonné de transformer les fermes pilotes en pépinières dédiées à la préservation de la richesse animale et végétale comme locomotive de la recherche et du développement du secteur agricole. Et concernant le projet de loi relatif aux forêts et aux richesses forestières, avant l'approbation de ce projet de loi, le président de la République a insisté sur la nécessité de définir et de fixer l'objectif de cette révision dans le cadre de l'actualisation du rôle des forêts et la richesse forestière visant le développement et la promotion de l'économie nationale. Le président a instruit à l'effet de mettre en place davantage de facilitations au profit des familles algériennes qui activent dans le secteur agricole à travers l'exploitation rationnelle
additionnelle des surfaces forestières afin d'augmenter les revenus de ces familles. Et concernant la réforme de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat, le président de la République a salué la coordination et la symbiose entre le ministère de l'Enseignement supérieur et celui de l'économie de la connaissance des start-up. Le président a souligné que les missions de cette agence consistent à aider les jeunes et les accompagner dans leurs activités créatrices de richesse et d'emploi. Le traitement des conflits en siège et des dossiers de la corruption résultant des politiques antérieures de la SABA se fera à un autre niveau de spécialisation, et ce, après l'installation d'une commission qui sera chargée du règlement de ces dossiers. Ces mesures ne relevant pas du ressort du ministère des start-up. Et la préservation de la richesse forestière, l'un des points abordés au Conseil des ministres. Justement, la wilaya de Mostaganem a lancé un programme ambitieux pour valoriser l'arganier. Exemple à la forêt de Stidia, l'un des 11 sites de la wilaya choisi pour accueillir ce programme, avec pour objectif au long terme de faire une extension et de planter davantage d'arganiers, nous dit Walid Yousfi. Des arganiers à perte de vue. Un résultat encourageant réalisé grâce à un programme spécial de la wilaya de Mostaganem pour valoriser cet arbre. Dans la forêt de Stidia, les éléments de la conservation des forêts sont à pied d'œuvre pour l'entretien de ces arganiers. Après la plantation de ces arganiers, nous prélevons les graines avant de les multiplier et les planter dans la pépinière de Aïnouissi. Cet arbre a été planté à titre expérimental au niveau de 11 sites de la wilaya de Mostaganem, comme ici, dans la forêt de Stidia, où on a planté 387 arganiers. Dans la forêt de Stidia, il y a un projet d'extension sur 4 hectares réservé à la plantation de 600 plants d'arganiers qui seront pris en charge durant 3 ans jusqu'à atteindre l'étape de la production. Une initiative saluée par les spécialistes qui rappellent notamment les vertus de cet arbre. Nous avons près de 16 000 plants d'arganiers prêts à être plantés au niveau des exploitations. Nous avons 5 000 plants d'arganiers et nous essayons de faire en sorte que leur production soit fin prête pour la prochaine campagne de plantation 2023-2024. Grâce à cette campagne, les investisseurs algériens pourront se lancer dans la production d'huile d'argan, considérée comme l'une des huiles les plus rares au monde. Et un projet qui consiste à élever la sèche dans des bassins d'eau de mer en recréant les conditions nécessaires à leur développement. Un groupe d'étudiants à l'ENSAL a développé un projet novateur d'élevage de sèche, ce qui permettra de ne plus importer les alevins dans un proche avenir, nous dit Amel Essialidera. Un projet innovant et prometteur. La reproduction contrôlée de la sèche en captivité, initiée par un groupe d'étudiants de l'École nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral. Une méthode qui permet d'obtenir un produit de qualité supérieure tout en minimisant les coûts. On a travaillé sur l'élevage de la sèche commune, c'est la Sepia officinalis. On a ramené des géniteurs. Après, on les avait préparés pour l'accouplement. Après avoir des œufs, sur les nids qu'on a déjà préparés, on a attendu l'éclosion de ces œufs à peu près 1 mois à 40 jours. Après les avoir, on a fait le grossissement, l'alimentation de ces petits. On les avait alimentés par des sorelles d'aliments vivants généralement pour avoir un bon résultat et une bonne qualité de poisson. Voilà. Le projet est actuellement en phase de développement. Ces initiateurs cherchent des partenaires pour financer son expansion. Les défis majeurs de cette réalisation sont, premièrement, l'obtention du géniteur du milieu naturel qui sont en stade de maturation finale et qui sont prêtes pour la reproduction et prêtes pour la pente. Deuxièmement, faire adapter ces géniteurs aux conditions de captivité dans des bassins en milieu complètement recyclé. Et troisièmement, le faire accepter une alimentation naturelle qu'on leur donnait. Et quatrièmement,
la réussite de la reproduction et donner les conditions nécessaires à l'éclosion pour la réussite de l'éclosion et l'apparition des alevins. On compte donc approfondir nos recherches sur cet animal et transmettre les connaissances qu'on a obtenues aux partenaires et aux opérateurs socio-économiques. Un exemple d'innovation et de créativité, le projet d'élevage contrôlé de la seiche, développé par ce groupe d'étudiants universitaires, représente une opportunité unique de contribuer à l'expansion de la filière aquacole tout en préservant l'environnement et en garantissant un produit de qualité. Et les chantiers de l'agriculture garantissent eux aussi une qualité du produit dans le pays. L'agriculture, l'un des secteurs évoqués lors du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Et nous allons parler d'un exemple d'une coopérative des céréales et des légumes secs qui a pu atteindre une récolte record en céréales cette année dans la wilaya d'Adrar à la hauteur de 60 quintaux à l'hectare. Et ce, dans le cadre du soutien continu de l'Office algérien d'interprofessionnel des céréales. Reportage Mohamed Lamine Boutoumi, récit Mejda Djahmoun. Autrefois arides, ces terres situées à Adrar se sont révélées être de véritables mines d'or. Ici, le désert a laissé place à d'immenses champs de céréales grâce au labeur d'agriculteurs qui ont cru dur comme fer à leur projet, celui de transformer des terres en friches en véritables pôles agricoles. Cet investissement entre dans le cadre du renforcement de l'économie de notre pays. Le président de la République a insisté sur l'importance de l'augmentation des rendements et donc de production. Sur ces terres, les pivots occupent 40 hectares. Pour ce qui est du fourrage, nous en avons un seul. Pour cette année, nous nous attendons à une production d'environ 60 quintaux à l'hectare. L'effort des agriculteurs est appuyé par celui de la coopérative des céréales et légumes secs qui veille au bon déroulement de cette campagne. Nos équipes sont chargées chacune selon ses compétences d'une mission précise. Dans chaque point, il y a donc une équipe de contrôle qualité et une autre de maintenance. Elle dispose de 9 véhicules pour intervenir à temps. Pour ce qui est des points de stockage temporaires, nous en avons 9 avec une capacité de plus de 60 tonnes. Le paiement des redevances des agriculteurs ne dépasse pas les 72 heures et cela est une instruction de la direction générale de l'Office. La coopérative des céréales et légumes secs d'Adrar, qui comprend également Timimoun et Insalah, a enregistré, selon les premières statistiques, un excédent en céréales qui sera réorienté vers les wilayas du Nord. Nous nous attendons à une très bonne récolte et d'une qualité supérieure des diverses variétés cultivées dans ces régions. Et si on en a atteint ces bons résultats, c'est surtout grâce aux grands efforts des agriculteurs qui étaient à la hauteur, techniquement notamment, en ce qui concerne le programme d'urgence mis en place suite à la faible pluviométrie. L'Office a donné instruction de récolter le maximum de céréales afin d'éviter tout manquement au nord. Avec les immenses étendues de terre dont jouit le sud algérien, les quantités de céréales récoltées peuvent doubler, voire même tripler, avec l'accompagnement de ce secteur stratégique qui pourrait garantir une sécurité alimentaire au pays. Et nous parlons dans ce 19h de cette association algérienne domiciliée en France, à Lorraine très exactement, et qui représente l'exemple même du lien viscéral entre les Algériens d'ici et d'ailleurs. En plus de la promotion du patrimoine national, l'association travaille sur plusieurs dossiers dans le domaine de la santé, notamment celui du spectre de l'autisme. Une convention a été signée justement entre cette association et le ministère de la Solidarité nationale, des associations locales et l'hôpital pédopsychiatrique de Cheikh-Arga pour une meilleure prise en charge de la maladie. Flabenor, reportage. Un mot, un geste, un regard, une interactivité, une expression émotionnelle nécessaire pour ces deux spécialistes de l'hôpital de pédopsychiatrie, Mahfoud Boussepsi de Cheikh-Arga, pour analyser et évaluer le comportement de ce petit garçon. L'espace ouvert il y a moins d'une année est le maillon qui manquait à cette structure pour un bon diagnostic du spectre de l'autisme. Nous avons entrepris il y a quelques années déjà, 5 ans, un partenariat loyal et fidèle avec l'UFAL,
présidé par M. Abdouche. Nous avons créé, justement grâce à ce partenariat, la première unité diagnostique et d'évaluation au niveau du service. À partir de 2012, les signatures ont commencé. Il y a eu 2 signatures concomitantes, l'une pour les sourds du Télémli, avec une perspective nationale, et l'autre avec le ministère de la Solidarité, carrément en matière d'autisme, et ensuite avec une association nationale d'ici. Il y avait de la formation en immersion pour des EduxP, même pour des médecins. Il y a des médecins qui sont venus, il y a des éducateurs spécialisés, et puis des résidents. C'est même pas une porte, c'est un portail ouvert sur l'espoir, l'échange entre experts, entre médecins, M. Abdouche apporte beaucoup dans ce sens. Des actions accomplies par l'UFAL que Rani Abdouche crée un 11 décembre 2008 en Lorraine suite à la demande accrue de la communauté algérienne de la région. Natif de Diyar Mahsoul al-Madaniya dans les années 50, cet ancien footballeur perd la vue à l'âge de 21 ans alors qu'il vient de remporter le quart de finale avec son équipe l'USM Alger. Une vie qui bascule avec le sentiment d'être colonisé par un handicap. Pas d'autre choix à l'époque que tâtonner et essayer de trouver son chemin. Le jeune Rani passe par le mouvement associatif, puis le ministère de la Jeunesse et des Sports, avant d'être désigné comme directeur exécutif de la Fédération africaine d'handisport qui voit le jour en Algérie. Mais il fallait traverser la Méditerranée pour aller chercher l'autonomie. J'ai passé 3 diplômes. Donc, le premier diplôme en télémarketing. J'ai passé un brevet d'état d'animateur technicien d'éducation populaire en spéciale communication, vie quotidienne, etc. Et ensuite, licence de formateur d'adultes en informatique adaptée que j'ai passé à l'université d'Avignon. Voilà. Et grâce à ces 3 diplômes, j'ai pu apporter des choses à mon pays. Notamment dans la prise en charge des enfants autistes. Je pense qu'il manque un maillon dans la prise en charge des personnes autistes, c'est ce qu'on appelle le CESAD. Le CESAD, c'est un service éducatif spécialisé de soins à domicile. Il précède forcément l'entrée à l'école d'un jeune enfant autiste. Quand le diagnostic a été fait en son temps, quand la prise en charge au départ a été positive. Le volet formation est très très important. Si on arrive avec l'UFAL à faire venir des étrangers, nous assurer des formations sur l'autisme entre autres, parce que l'autisme est un segment. Donc ce partenariat, on le veut qu'il soit durable, avec des partenaires fiables qui ont une expertise. Peut-être c'est un petit pas pour nous, mais un grand pas pour tous ces enfants, adolescents et les parents qui ont un handicap. Et l'actualité est marquée également par l'arrivée aujourd'hui à Alger d'une importante délégation de l'Institut national des études politiques et stratégiques du Nigeria, NIPS, et ce dans le cadre d'une visite en Algérie qui s'étalera jusqu'au 21 mai courant. Avec au menu la visite d'infrastructures et de projets dans plusieurs wilayas du pays ainsi que des conférences sur des thèmes liés à l'industrie, l'énergie et l'environnement. La délégation s'est rendue aujourd'hui à la raffinerie de pétrole de Sidi El Zena à Alger pour visiter les infrastructures de ce site énergétique. À noter que tout au long de son séjour en Algérie, la délégation nigérienne se rendra dans plus de 40 sites répartis sur 11 wilayas afin de visiter différentes infrastructures et projets industriels et énergétiques, des sites relevant du domaine de l'agriculture, de l'industrie pharmaceutique, mais aussi des instituts de formation et autres centres de recherche s'inscrivant dans le cadre d'échanges de vues et d'expériences entre la délégation nigérienne et les responsables et experts algériens dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays, marqué par d'importants projets initiés conjointement. Par ailleurs, de nouvelles réactions à la résolution adoptée par le Parlement européen sur la liberté d'expression en Algérie. L'Union interparlementaire arabe réfute catégoriquement la motion du Parlement européen relative à l'Algérie, affirmant qu'il s'agit d'un dérapage grave et d'une énième ingérence dans les affaires internes des pays arabes. L'Union interparlementaire arabe réitère dans le même sillage sa position constante et son soutien indéfectible à l'Algérie.
Et au volet solidarité, l'ambassade d'Afrique du Sud à Alger a remis aujourd'hui du matériel d'enseignement et d'apprentissage aux représentants de l'ambassade de la République arabe sahraoui démocratique au profit des élèves de l'école primaire des victimes de Soweto dans la wilaya de Oussered dans les camps des réfugiés sahraouis. Cette aide entre dans le cadre de la 3e édition du projet de solidarité de peuple à peuple avec le Sahara occidental auquel plusieurs ambassades africaines et sud-américaines accréditées en Algérie ont contribué. L'objectif est de donner une opportunité à chacun de soutenir la lutte du gouvernement et du peuple sahraoui et d'apporter une contribution significative à l'amélioration de l'éducation dans les camps des réfugiés. Les donateurs et les représentants ont réaffirmé à l'occasion leur soutien indéfectible à la cause sahraoui et à la lutte du peuple sahraoui pour son droit à l'autodétermination. Et au volet international, les manifestations des Sahraouis se poursuivent à travers le monde pour dénoncer l'occupation marocaine du Sahara occidental. L'exemple en Espagne où les Sahraouis ont investi la rue pour condamner l'occupation marocaine et ses méthodes répressives dans les territoires sahraouis. Amel Barba. Le revirement de la position du gouvernement espagnol sur le Sahara occidental n'a fait que renforcer la détermination des Sahraouis attachés à leur droit inaliénable à l'autodétermination. De nouvelles manifestations de Sahraouis résidant en Espagne ont été organisées dans le pays. Les manifestants ont observé un sit-in dans la ville espagnole de Bilbao devant le consulat de l'occupant marocain. Les manifestants ont dénoncé les violations des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés. Nous observons cette manifestation devant le consulat de l'occupant marocain pour dénoncer l'occupation marocaine. Cette forte présence de la communauté sahraoui et de militants espagnols témoigne de notre attachement indéfectible à l'indépendance. Nous condamnons aussi les méthodes répressives et les violations des droits de l'homme exercées par le Marzan. Les efforts diplomatiques en faveur de la cause sahraoui s'intensifient, comme ici dans la capitale Madrid, où le représentant du Front Polisario en Espagne a animé une conférence sur la lutte du peuple sahraoui, en présence de nombreux ambassadeurs représentant les pays qui soutiennent la cause sahraoui. Le conférencier a mis en avant l'impératif d'appliquer la légalité internationale. Des diplomates étrangers sont également venus apporter leur soutien. Je suis là pour participer à cette conférence avec les groupes parlementaires solidaires avec la cause sahraoui. Je suis fier de soutenir cette cause juste et le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, surtout que nous célébrons le 50e anniversaire de la création du Polisario. Un 50e anniversaire qui intervient sur fond de lutte inlassable et de succès diplomatique en faveur de la cause sahraoui. Et en Turquie, une bataille de chiffres s'est engagée ce soir dans le pays autour des premiers dépouillements du vote pour l'élection présidentielle. Le président Recep Tayyip Erdogan obtiendrait la majorité dès le premier tour avec plus de 52% des voix contre moins de 41% à son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu, selon les chiffres donnés par l'agence étatique andalouse susceptible d'évoluer fortement. Le taux de participation à ces élections présidentielles et législatives est estimé à 85,6%. Selon la chaîne de télévision publique TRT, pour rappel, le vainqueur doit obtenir une majorité de 50% des voix plus une, sous peine d'un deuxième tour le 28 mai prochain. Les 65 millions d'électeurs devraient aussi choisir les 600 députés qui siégeront au Parlement monocaméral à Ankara. Retour dans le pays et la page sport de ce 19h est consacrée aux résultats des demi-finales de la CAN U17 et nous connaissons déjà le premier finaliste. Il s'agit là donc du Sénégal qui a battu le Burkina Faso après les séances des tirs au but 5-4. Et la deuxième demi-finale opposera le Maroc donc au Mali à 20h au stade Chahid Hamlaoui à Constantine. Et à Constantine, nous restons où le Salon international du tourisme et des voyages Sirta Siyaha 2023, dans sa 5e
édition s'est ouverte à la Maison de la Culture Malek Haddad de Constantine sous le slogan « Constantine, un rêve qui se poursuit ». 70 exposants entre entreprises publiques et privées étaient présentes à cet événement, ainsi que plusieurs associations de tourisme et des opérateurs de 8 pays. L'objectif étant de faciliter le partage d'expériences et de mettre en avant les compétences de chaque participant. Les détails avec Olivier Ousfi. Nazim l'a bien compris, le salon international Sirta Siyaha est l'occasion propice pour exposer son projet. Ce jeune entrepreneur algérien compte sur la forte participation à cet événement pour offrir de la visibilité et faire la promotion de son concept innovant et pourquoi pas décrocher des partenariats avec des opérateurs nationaux et étrangers. C'est un parc aquatique et un centre de détente. Ce projet aura un impact durable. On aura recours à des panneaux solaires et de nouvelles techniques pour nous alimenter en énergie. On aura aussi recours au tri sélectif en ce qui concerne les déchets. À travers notre start-up et en tant que jeunes, on essaye d'apporter une plus-value à notre pays. Ce rendez-vous regroupe pas moins de 70 entreprises publiques et privées, des associations de tourisme et des opérateurs de 8 pays venus exposer leurs services dans le domaine du tourisme et des voyages, du transport, de l'hôtellerie, des systèmes modernes de réservation et des équipements hôteliers. Nous avons mis en place une plateforme dédiée au tourisme. Cela nous a permis de décrocher un partenariat avec une entreprise saoudienne. Ils vont faire une visite au Sénégal et on va leur présenter les différents sites touristiques au Sénégal et on va faire un partenariat. L'Algérie sera une destination touristique de choix pour les Chinois. On essaie d'encourager le tourisme entre les pays arabes, notamment avec l'Algérie. Le salon, qui se poursuit jusqu'au 16 mai courant, est une opportunité pour échanger les expériences, conclure des accords et tisser des relations économiques et commerciales. La manifestation constitue également une occasion pour mettre en valeur les potentialités touristiques, culturelles et historiques de l'Algérie et un espace pour la promotion des produits touristiques et le patrimoine séculaire de la cité du Vieux-Rocher. Et justement, la promotion touristique se fait du côté de Betna, cette wilaya musée à ciel ouvert, où se tient la 3e édition du Festival international du court-métrage Imdrassen. Le commissariat du festival a organisé des visites guidées dans différents sites touristiques que recèle la région pour promouvoir la destination Betna et l'Algérie. Les Khaldib, Marine Damis. Symbole de l'authenticité du patrimoine algérien et témoin vivant de la glorieuse Numidie, le tombeau d'Imdrassen est le plus ancien mausolée royal antique conservé d'Afrique du Nord. Il est donc naturel qu'il fasse partie du circuit touristique organisé en l'honneur des invités de la capitale des Aurès. En Algérie, tout est beau. Durant ces 3 jours, nous avons visité plusieurs sites historiques et nous avons beaucoup appris sur l'histoire de l'Algérie. Les potentialités de l'Algérie n'ont pas besoin d'être énumérées. On n'est pas locaux, on est international. Lorsque j'ai été invitée au festival Imdrassen et j'ai visité les balcons du Roufi, cela m'a replongé dans les années 70 quand Mohamed Houidar m'a contacté pour jouer dans le feuilleton Ain el-Ghouzel. Aujourd'hui, à l'occasion du Festival international d'Imdrassen, nous avons organisé une visite guidée au niveau de ce site historique incontournable. Organisée en marge de la 3e édition du Festival international du court-métrage d'Imdrassen, ces visites guidées ont pour objectif de faire découvrir aux participants les potentialités touristiques, culturelles et historiques de la wilaya de Betna. Bienvenue à Betna et bienvenue en Algérie. Voilà qui termine ce 19h. Merci de nous avoir prêté attention. L'information revient à minuit et l'édition anglophone. J'aurai le plaisir de vous retrouver très vite sur Canal Algérie. Bon suite des programmes sur Canal Algérie. Au revoir.